Bonjour Tal Broutman, l'association Bonjour. des Clionautes est particulièrement heureuse d'échanger avec vous ce soir. Vous êtes un des plus grands spécialistes français et de la Shoah et de l'antisémitisme. Et vous avez, je crois, notamment publié les excellents Auschwitz aux éditions La Découverte il y a quelques années, et puis les 100 mots de la Shoah, que je pense beaucoup d'enseignants connaissent, avec votre collègue Christophe Taricone, dans la collection Que sais-je. Cette année est sortie La Somme magistrale, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes, aux éditions du Seuil, avec vos deux confrères allemands, j'espère que je ne vais pas écorcher leur nom, Ils ne sont Stéphane. pas là, donc c'est pas grave. Ah, d'accord, bon, bah, c'est bon. Stéphane Ordler et Christoph Kreutzmüller. Euh, Vous avez reproduit dans cette somme, Tal Broutman, la totalité des près de 200 photographies de l'album de Lily Jacob, dont certains clichés, notamment, je pense à ceux du tri, de la sélection sur la Bahnrampe, la rampe d'arrivée, ont contribué à faire d'Auschwitz un point central dans la mémoire de la Shoah. Cette reproduction s'accompagne des nécessaires contextualisations, descriptions, analyses, et vous y glissez même en fin d'ouvrage une tentative de reconstruction de l'album, et je pense qu'on reviendra sur cette reconstruction qui est extrêmement intéressante. Comme le souligne Serge Klarsfeld dans la très belle préface de cet ouvrage, on peut dire que c'est un très grand livre qui nous fait pénétrer dans le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau pour mieux nous expliquer les rouages finalement de l'étape finale de l'extermination des mois de mai à juillet 1944. Justement, Tal Broutman, cet album ne peut être véritablement compris qu'à la lumière de ces événements de mai à juillet 1944. Je parle bien sûr du programme Hongrie, et c'est justement le sens de ma première question. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ce programme Hongrie, donc des mois de mai à juillet 1944? Oui, alors déjà bonsoir à toutes et tous, merci de l'invitation. Euh, En fait, l'album est directement lié, mais je pense qu'on va revenir là-dessus, donc je ne vais pas rentrer trop en détail sur ce point, est directement lié à cette opération-là. En gros, sans cette opération, il n'y a pas d'album, même si ça peut paraître bizarre de le formuler comme ça. Et cette opération, elle est décidée en avril 1944 par Adolf Eichmann pour une raison très simple. Les Allemands pénètrent en Hongrie, qui était un allié du Troisième Reich, et au printemps 1944, cet allié menace de faire défection et de se retirer de la guerre, raison pour laquelle les Allemands vont rentrer en Hongrie comme ils sont rentrés par exemple en zone libre à la fin de l'année 1942 pour s'assurer de la collaboration du régime en place. Et pour Eichmann, c'est l'occasion de s'occuper de la communauté juive hongroise qui est très largement intacte. Alors, il y a plusieurs dizaines de milliers de juifs de Hongrie qui ont été tués par les Hongrois, mais il en reste plus de 630 000. Et le projet est très simple. Il est planifié simplement. La Hongrie est divisée en 6 zones et il s'agit de déporter les Juifs de chacune de ces zones successivement en 3 mois. En gros, le challenge, et c'est vraiment une notion fondamentale pour comprendre à quoi on a affaire, c'est de procéder à la déportation de plus de 630 000 personnes en 3 mois vers un point d'assassinat unique, en l'occurrence Auschwitz-Birkenau. Merci. Justement, revenons peut-être rapidement sur Auschwitz-Birkenau. Avant le programme Hongrie, vous avez beaucoup travaillé dessus. Je parlais tout à l'heure de l'excellent travail paru chez La Découverte. Quelle est sa fonction ou ses fonctions finalement pour les dirigeants nazis avant le programme Hongrie? En fait, je suis désolé, c'est pas tant comme ça qu'il faut poser la question, il faut la reformuler. En fait, et je comprends pourquoi vous l'avez posé comme ça et y répondre aussi, c'est important, mais en fait, depuis la fin de l'année 1943, il ne reste plus qu'Auschwitz comme lieu d'assassinat des Juifs. Tous les autres ont été liquidés pour une raison très simple. Tous les centres de mise à mort sont de dimension régionale. Par région, il faut vraiment entendre
un territoire plus ou moins vaste. Ce n'est pas la région à l'échelle française, ça peut être une région à l'échelle française ou un territoire dans son ensemble comme la Serbie ou comme le raïon de Kiev en Ukraine. C'est vraiment des dimensions très variables. Il y a un centre de mise à mort qui a une dimension internationale, c'est à Auschwitz. En l'occurrence, le seul qui continue à fonctionner à partir de la fin de l'année 1943, c'est le centre de mise à mort d'Auschwitz. Autrement dit, de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture. Le programme Hongrie s'inscrit dans Auschwitz pour une raison très simple, il n'y a que Auschwitz qui fonctionne. En revanche, là où votre question est totalement fondée, c'est que de fait, il y a un avant et un après programme de Hongrie à Auschwitz, parce que le Auschwitz, en l'occurrence le Birkenau, que tout un chacun connaît, que certains d'entre vous ce soir ont sans doute visité, c'est le Birkenau tel qu'il a été finalisé pour organiser la déportation des Juifs de Hongrie, notamment avec deux éléments très importants. D'une part, la construction de la rampe entre deux tranches du camp de Birkenau, c'est-à-dire cette rampe que tout le monde connaît, que tout le monde identifie à cause des photographies. Elle date d'un moment très précis, elle rentre en fonction le 15 mai 1944. Elle a été mise en fonction expressément, au sens de express, pour que la déportation des Juifs d'Hongrie puisse être réalisée conformément au plan d'Eichmann. Et l'autre transformation majeure, ça va être l'ouverture de la troisième section qui constitue le site de Birkenau, en l'occurrence le secteur dit B3 en langue SS, ou surnommé Mexico, Mexique, par les détenus. Donc vous avez vraiment une transformation, une bascule qui va même se refléter dans les chiffres de victimes. Jusqu'à ce moment-là, Auschwitz est un centre de mise à mort parmi d'autres. Il est loin d'être le plus important. Le plus important à ce moment-là, c'est Treblinka en termes de victimes. Il y a eu plus de 900 000 juifs assassinés à Treblinka en moins de 18 mois. Mais Auschwitz, à ce moment-là, c'est un demi-million de victimes. Vous voyez qu'on est encore très très loin de Treblinka. Sauf que la déportation des Juifs de Hongrie, qui prévoit 630 000 victimes, et en fait, dans la réalité, ça va être 424 000 qui vont être déportés avant que les Hongrois ne se retirent. C'est ça qui va faire basculer le Auschwitz d'un centre de mise à mort parmi les autres à plus emblématique et plus meurtrier des centres de mise à mort, puisque si vous prenez d'une part les Juifs de Hongrie, plus les déportations d'autres endroits d'Europe, on va quasiment voir le nombre de victimes doubler en même pas 6 mois sur le site. Comme vous venez de le dire, Auschwitz devient donc l'épicentre finalement de l'extermination de masse, au-delà des lieux que vous avez pu citer qui symbolisent aussi ce tournant, mais d'une certaine manière la continuité aussi de cette politique d'assassinat. C'est aussi le personnel qui va peut-être aussi changer. Quels sont justement les hommes qui vont être appelés ou peut-être rappelés pour mettre à bien ce programme Hongrie finalement? Alors, il faut vraiment comprendre d'abord, enfin, je pense qu'avec les chiffres, vous l'avez compris, il faut comprendre qu'on a affaire à une opération d'assassinat qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la solution finale. Un site pour 630 000 personnes, en 3 mois, ça n'a jamais été fait. Même Treblinka, à l'acmé de son fonctionnement, n'a jamais atteint une telle dimension meurtrière. Et là, on va avoir quelque chose de très important où là, quand on descend au rang individuel, au rang des acteurs, on rentre vraiment dans des choses qui sont très significatives pour comprendre tout ce qui se met en place à ce moment-là. Depuis novembre 1943, Rudolf Höss, qui est le créateur du site et commandant du camp jusqu'en 1943, a été nommé à Berlin. Il a été promu à de hautes fonctions au sein pour simplifier les choses, du département de la SS qui gère les camps et la main-d'œuvre d'un point de vue général. Donc, il fait partie, en gros, de ce qui dirige l'ensemble de la machine économique de la SS. Et il est justement envoyé en Hongrie pour des questions de main-d'œuvre aux côtés d'Eichmann au début du printemps 1944. Au d'emblée, il est un acteur sur cette opération-là. À ceci près qu'il va y avoir 2 convoitesses qui vont être envoyées fin avril 1944 à Auschwitz, accompagnées d'au moins Adolf Eichmann et peut-être de Rudolf Höss, on n'en est pas sûr, les documents sont contradictoires, et que Eichmann va constater que le site Auschwitz n'est pas en mesure de faire face à l'opération. Qui va avoir pour conséquence que Höss va être renommé à la tête d'Auschwitz, et même à un poste très particulier, puisqu'il n'occupe pas le commandement du camp, mais il s'occupe de la réalisation de l'opération
dans le camp, c'est des subtilités administratives de la SS. Et c'est là où on va voir l'opération se dédoubler, y compris dans sa dénomination, puisque vous avez utilisé le terme officiel de l'opération qui est Opération Hongrie ou Programme Hongrie. C'est comme ça que c'est qualifié dans les textes. Mais dans certains textes qui ne sont pas officiels, ceux-là, qui sont des notes ou des choses comme ça, on voit que l'opération est appelée à Budapest Opération Eichmann, et en revanche, à Auschwitz, elle devient appelée à partir de mai 1944 Opération Eus. Autrement dit, vous avez deux hommes qui sont associés à cette opération très directement, Eichmann d'un côté, Eus de l'autre. Et Eus, pour remettre le site en état pour faire face à cette arrivée massive, va prendre un certain nombre de mesures logistiques. Par exemple, Eus va s'attribuer à l'époque, mais aussi après la guerre, dans son témoignage et dans sa biographie, il va s'attribuer la paternité de cette rampe en faisant croire qu'elle a été construite en 15 jours, ce qui est faux, il aura fallu 9 mois pour la construire. Donc. Mais il fait achever les travaux, par exemple, et raconter ça à propos de Hess, j'ouvre une parenthèse, mais il s'avère que cet homme-là est un mythomane qui a inventé toute sa vie, y compris pendant le nazisme. Donc on a affaire à un menteur pathologique au sens propre du terme. Il piège très largement aussi l'usage de certaines sources. Je referme la parenthèse. Donc, Heuss va rappeler tout un ensemble d'hommes ou promouvoir certains hommes à la tête de structures au sein d'Auschwitz, puisque ce que nous, on voit, nous, on va simplifier les choses, nous, on voit comme un ensemble qui s'appelle Auschwitz, c'est ultra structuré, c'est une administration, il faut vraiment comprendre. Un camp est une administration, et là, pour chaque secteur de cette administration, qu'il s'agisse des départements administratifs ou des secteurs qui constituent le site, vous avez des hommes qui dirigent chacune de ces pièces. Et donc, vous allez avoir un énorme jeu de chaises musicales à l'interne dans la structure Auschwitz, mais aussi à l'externe. Il va y avoir plein de spécialistes qui vont être rappelés ou appelés, puisqu'ils n'ont jamais servi sur le site, pour être mis à des postes cruciaux pour la réalisation de l'opération. Et en gros, eux, en 15 jours, 3 semaines, réussi à mettre d'aplomb le site pour faire face à ce flux. Voilà le décor dans lequel ça va se dérouler. Donc là, le décor, d'une certaine manière, donc, est planté. Si on revient donc, concrètement à l'album, qui se compose de 197 photographies, je crois, qui est une source à la fois rare et exceptionnelle pour l'historien que vous êtes, mais aussi pour nous, enseignants, face à nos élèves. Derrière sa fabrication, il y a sûrement un décideur, un objectif bien précis, mais aussi des exécutants. Finalement, Tal Brookman, quelle est finalement l'histoire de la fabrication de cet album? En fait, ça, c'est une des questions à laquelle on a dû répondre, tout simplement parce que, et c'est là où il y a quelque chose de très important qu'il faut quand même souligner, ces photos, elles sont connues par tout le monde, ou une partie de ces photos est connue par tout le monde, en particulier des enseignants, parce qu'elles sont utilisées depuis des décennies, depuis les années 50, autant pédagogiquement, dans un sens très large, mais dans les musées, dans des films, dans des documentaires, dans des bouquins. Ce sont des photos iconiques, vous avez utilisé le terme tout à l'heure. Et c'est là où il y a quelque chose, et c'est l'une des dimensions de notre travail qui est très important. Ça, on le savait avant de le faire, mais ça a vraiment amplifié le constat. Il y a un vrai problème dans l'usage des photographies en histoire, mais pas que en histoire, c'est beaucoup plus large, avec cette idée très simple, il suffit de montrer une photo pour la comprendre, parce qu'une photo ou une image, au sens plus large, un dessin ou autre, ça illustre, et donc on va immédiatement comprendre ce à quoi on a affaire. Ce qui est totalement faux, mais pour répondre à votre question et pour vous montrer à quel point c'est faux, jusqu'à ce qu'on travaille là-dessus, on ne savait pas pourquoi cet album avait été réalisé. Alors, il y avait plein d'hypothèses. Si vous regardez, par exemple, le musée d'Auschwitz, jusqu'au début des années 90, c'est-à-dire de période communiste, eux, ils avaient décidé que cet album avait été réalisé par un photographe clandestinement, et les photos avaient été prises clandestinement. Et c'est le discours officiel pendant 3 décennies au musée d'Auschwitz, à commencer par le directeur du musée, qui était lui-même un ancien prisonnier du camp, qui expliquait que certaines photos avaient même été prises par depuis le Mirador central qui surplombe le site. Ce qui est totalement faux, et il suffit de regarder les photos pour voir à quel point c'est faux. Ce n'est pas pris depuis le Mirador central, ni depuis aucun Mirador, et on le voit parce qu'on voit d'où sont prises les photos. Mais ça vous montre à quel point on peut faire dire n'importe quoi à une photographie. Même chose pour, on peut le même trouver sur le site de l'USHMM à Washington il y a 15 jours, qui ont
fait un post sur l'album d'Auschwitz, mais ils ne sont visiblement pas au courant que le bouquin est sorti depuis 3 ans, où ils expliquent que cet album a été réalisé par un des commandants des camps d'Auschwitz, Richard Baer. Ce qui est faux. Il n'y a aucun élément, ça fait partie des rumeurs. Donc, tout et n'importe quoi est raconté sur cet album et les photographies qui le constituent depuis 6 décennies maintenant, ou 7 décennies, mais d'une certaine façon, ça illustre l'usage désastreux, et vraiment c'est désastreux, des images d'un point de vue général, aussi bien en histoire que dans d'autres domaines. Et quand je dis en histoire, ce n'est pas juste pédagogiquement, vous pouvez aller dans les musées ou ouvrir des livres, c'est toujours le même problème, on ne sait pas utiliser des images. Et donc, une des dimensions, ça a été de réfléchir à une approche et une méthodologie permettant de répondre à tout cet ensemble de questions, commencer du pourquoi cet album, jusqu'à qu'est-ce qu'on peut voir dans les photographies. Alors, pour répondre à la question du pourquoi cet album, en fait, tout ce qu'on a retracé précédemment sur le programme de Hongrie et Opération EUS, et le fait que EUS soit rappelé en tant que spécialiste, en fait, pour simplifier les choses, mais tout ça, vous avez lu le livre, donc vous pourrez confirmer ou infirmer, mais tout ça est ultra recoupé, sourcé, fondé sur des archives. L'album c'est une partie d'un rapport administratif réalisé par EUS, qui était sans doute, ça c'est une hypothèse, mais pareil qu'on peut alimenter avec des comparaisons avec d'autres rapports, c'est la partie illustrée, photographique d'un rapport destiné à montrer, regardez comment moi et mes hommes, nous gérons cette opération sans aucun équivalent. Et en plus, il y a un élément très important, c'est qu'on a pu trouver des sources qui montrent que cet album a été réalisé à une quinzaine d'exemplaires et que par ailleurs, et c'est là où ça rajoute une couche de problème, l'exemplaire qui nous est parvenu n'est pas l'un de cette quinzaine d'exemplaires officiels, mais une copie privée qui a été gardée vers lui par un des 2 photographes SS. Et c'est là où on peut commencer à dérouler un fil qui est enchevêtré. Nous, on arrive très tard chronologiquement par rapport à cette histoire. Et donc, il n'y a plus d'acteurs ou de témoins de cette époque en mesure de nous apporter des éclairages. On a pu se fonder que sur des documents. Et on a notamment trouvé des témoignages qui expliquaient alors, un certain nombre d'éléments qui n'ont jamais été intégrés dans la compréhension de l'album et qu'on a intégrés. Et par exemple, en ce qui concerne les photographes, les 2 photographes sont identifiés et connus depuis le procès d'Auschwitz à Francfort en 1963, où un des 2 photographes a été interrogé. Donc ces informations-là, certaines en tout cas, étaient disponibles, mais il fallait aller voir un peu partout, et on a bossé dans les archives d'une dizaine de pays pour réussir à trouver les éléments qui permettent de réaliser l'analyse du pourquoi de cet album. Vous parlez justement des 2 photographes et dans votre ouvrage, c'est passionnant de suivre un petit peu leur parcours. Justement, pour les collègues, peut-être, Tal Broodman, est-ce que vous pouvez un petit peu préciser qui sont ces 2 photographes? Est-ce que c'est des nazis convaincus, des antisémites convaincus, ou finalement 2 photographes qui se sont retrouvés là à Auschwitz-Birkenau et à qui on a confié cette mission? Alors déjà, on se retrouve rarement à Auschwitz-Birkenau par hasard quand on est allemand. Et en général, par ailleurs, quand on est nazi, on est en général antisémite. Ça va bien de pair. Les antisémites ne sont pas nazis, mais je ne connais pas de nazis qui ne soient pas antisémites. Donc non, ce sont des nazis convaincus qui sont militants du parti nazi depuis assez longtemps sur l'échelle chronologique des événements, qui ont une particularité, aucun des 2 n'est photographe de formation. Ce ne sont pas des photographes professionnels, ce ne sont pas des membres des PK, par exemple, des compagnies de propagande qui ont réalisé des millions de clichés, dont certains sont très connus, qui sont de magnifiques clichés pour une raison très simple, ce sont des clichés de propagande faits par des pros. Là, on n'a pas affaire à des pros, on a 2 militants nazis, et au sens formel du terme, ils sont membres du parti, membres de l'ASS par ailleurs, qui ont une carrière dans les camps de concentration avant la guerre, donc c'est vraiment, ça montre à quel point on a affaire à des gens qui font partie de ce milieu-là, entre guillemets, mais qui occupent ce poste-là tout simplement parce qu'ils sont trop couards pour aller combattre au front. Pour eux, ça constitue un merveilleux échappatoire par rapport au risque d'aller combattre sur le front de l'Est. Et donc, ce sont des types qui ont une place relativement importante dans la vie des camps, d'une façon générale. Quand vous êtes photographe dans un camp, vous n'êtes pas haut hiérarchiquement, ce n'est pas des officiers supérieurs ou même des officiers, mais par un jeu de relations, ce sont des hommes auxquels
on vient régulièrement demander des services, d'être photographié dans telle ou telle tenue pour envoyer à la famille, ou faire des photos souvenirs, ou réaliser des albums privés, ce qu'ils font fréquemment. Donc, la place occupée par ces deux hommes-là, comme les autres photographes des camps, est une place qui n'a rien d'anecdotique. Elle est particulièrement importante dans le fonctionnement et dans la société slash sociabilité du camp de concentration. Et donc, ces deux hommes-là vont se voir confier la mission par Rudolf Höss de réaliser un album photographique qui montre comment se déroule cette opération. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on a affaire à des photographies qui sont commanditées et diligentées par le patron de l'opération à Auschwitz et qui ont une finalité, c'est de montrer à quel point nous, on travaille bien à Auschwitz. Et dans le livre, vous montrez justement très bien aussi, il y a eu un énorme travail aussi afin d'essayer de repérer finalement quelles étaient les photos qui appartenaient à l'un des photographes et quelles photos appartenaient à l'autre, parce que chacun avait aussi, d'une certaine manière, je ne sais pas si on pourrait appeler ça son style photographique. Ils n'avaient pas forcément un grand talent, en tout cas, ils avaient chacun un petit peu leur style. Ah si, en plus ce point-là est fondamental. Alors c'est pas moi, j'ai aucune compétence là-dessus, c'est Christoph Kreutzmüller qui est vraiment très fort là-dessus. Et c'est très important de le souligner parce que c'est une idée qui est vraiment à laquelle il fallait penser. Et c'est pas moi qui ai pensé, donc c'est d'autant plus intéressant de le souligner parce qu'une photo, c'est comme une écriture ou un dessin ou une peinture. Quand on s'y connaît en peinture, on sait identifier du Picasso ou du Bosch ou ce que vous voulez. C'est évident, vous avez des experts en écriture qui sont graphologues, c'est évident. Et vous, enseignants, vous reconnaissez les écritures de vos élèves. En fait, la photo, c'est la même chose quand vous êtes assez bon en photo, quand vous êtes assez rodé, habitué à analyser des photographies, vous voyez immédiatement le style. Moi, je suis une nullité là-dessus, je n'arrive pas à le voir. Christoph Kreutzmüller est très très fort là-dessus, il arrive à le voir et en plus il peut le justifier. De fait, il y en a un qui fait des photos qui sont assez mal foutues et l'autre, enfin Hoffman, qui est un ancien instituteur, fait des photos dégueulasses dans tous les sens du terme, qui sont à la fois des photos très vicieuses par rapport aux victimes et qui sont relativement mal cadrées. Tandis que Walter, qui est un ancien artisan, lui fait des photos qui sont plus d'apparence, j'insiste sur le d'apparence parce qu'il y a énormément de problèmes avec ces apparences, d'apparence plus neutres et qui sont visuellement plus intéressantes. Il essaie de s'amuser à recréer ce qui s'appelle la règle d'or en photo, c'est-à-dire un tiers, deux tiers, enfin il s'amuse avec les codes de la photo, on voit c'est un besogneux qui essaie de bien faire. Venons-en à un autre acteur essentiel de cet album, acteur qui a même laissé son nom. Je parle bien sûr de Lily Jacob. Tal Brutman, finalement, comment cet album conçu par des SS pour des SS, en tout cas pour des nazis, comment s'est-il retrouvé entre les mains de cette déportée? L'histoire est aussi finalement assez intéressante ici. Ah ouais, elle est plus qu'intéressante. Elle est d'une part fondamentale, d'autre part surréaliste, que Lily Jacob est une déportée juive de Hongrie qui va être envoyée comme 424 000 autres juifs de Hongrie à Auschwitz et puis transférée d'Auschwitz à Dora. Elle est libérée à Dora et en cherchant des vêtements ou de la nourriture dans les baraques des SS, dans les baraquements des SS, elle découvre cet album, elle l'ouvre, elle se rend compte que ça concerne la déportation des Juifs de Hongrie. D'ailleurs, c'est écrit, c'est le titre de l'album. Mais en regardant les photos, elle reconnaît des gens de sa commune, de son village. Donc, en continuant à le feuilleter, elle se rend compte qu'il y a énormément de gens qu'elle connaît, notamment des membres de sa famille, ce qui fait qu'elle va garder cet album par devers elle. Et là, ça va ouvrir toute une suite qui est très importante dans l'histoire à la fois d'un côté l'album et de l'autre les photos. Parce que Lily Jacob, qui est déportée de Hongrie, ça vous montre la complexité aussi de reconstruire cette histoire, est originaire d'un territoire qui appartenait à la Slovaquie avant la guerre. Et donc, elle rentre chez elle, mais ce n'est pas la Slovaquie, c'est la Tchécoslovaquie. Finalement, elle décide très rapidement de quitter la Tchécoslovaquie pour immigrer aux États-Unis et pour payer son voyage, elle va prendre une décision qui est fondamentale. Elle va vendre une copie des photos, pas de l'album, mais de certaines photos qui constituent l'album au musée juif de Prague. Elle quitte le continent européen. Entre-temps, elle s'est mariée, mais avec un monsieur Meyer.
qu'elle change une première fois d'identité, enfin, ce qui est la règle quand vous vous mariez et que vous êtes une femme. Elle quitte l'Europe et donc ces photos vont commencer à vivre, à avoir une vie individuellement et être diffusées par le musée juif de Prague. Donc déjà, la question que vous posez dans les années 50, c'est comment le musée juif de Prague a pu récupérer des photos qui concernent la déportation des Juifs de Hongrie. En fait, on n'a plus la vision d'ensemble de ce qu'était le territoire et en fait, Prague n'a jamais fait partie de ce territoire par ailleurs. Ces photos, elles vont circuler dans le monde entier très rapidement, mais on ne sait pas qu'elles proviennent d'un album. Et dans le même temps, Lily Jacob, elle va les déposer lors du procès de Francfort en 1963 avec l'album sous le bras. Et les magistrats allemands vont lui proposer de laisser l'album. Elle va refuser parce qu'il ne leur fait pas confiance. Il faut comprendre pourquoi elle fait pas confiance à des magistrats allemands. Elle repart aux États-Unis. Entre-temps, elle devient veuve et elle se remarie. Donc, elle change une nouvelle fois d'identité. Et ces points-là, ils sont vraiment fondamentaux pour montrer la dernière étape de ce processus et l'intelligence extrême de l'homme qui va réussir à comprendre à quoi on a affaire. Dans les années 70, Serge Klarsfeld, en analysant les photographies qui existent un peu partout éparpillées, se rend compte que ça doit venir du même ensemble. Il a cette intuition-là. Il finit par apprendre que cet album a été montré lors du procès de Francfort, donc il part à Francfort, il rencontre des fonctionnaires allemands qui étaient au procès, qui lui disent « Oui, effectivement, il y a une femme qui est venue avec un album sous le bras. Voilà son identité. » Sauf qu'il a changé d'identité. On est dans les années 70, il n'y a pas Internet, il n'y a même pas le Minitel. Pour retrouver quelqu'un qui n'est pas du pays et qui a changé d'identité, bon courage. Klarsfeld va réussir l'exploit en embauchant un détective privé à retrouver sa trace. Elle est à Miami. Désormais, elle s'appelle Lily Jacob. Avant, c'était Meyer, avant, c'était Zalman Ludwig. Bref, elle s'appelle Lily Jacob. Il se rend à Miami immédiatement. Il sonne chez elle. Elle refuse de lui ouvrir. Il doit lui donner son numéro de matricule à Auschwitz pour qu'elle comprenne qu'elle a affaire à quelqu'un qui connaît le sujet. Donc voilà. Et il finit par la convaincre de laisser cet album à Yad Vashem. Et à partir de 1980, tout le monde sait, tout le monde étant ceux qui s'intéressent au sujet, qu'il y a un album qui vient de la Auschwitz et qui est constitué de 197 photos, moins un certain nombre de photographies qui ont été données par Lily Jacob à des personnes qui se reconnaissaient ou qui reconnaissaient des membres de sa famille. Ce qui est très important, c'est que ça vous montre que cet album a continué à vivre après la guerre, raison pour laquelle nous, dans le livre, on explique que pour nous, cette copie de l'album, il y en a une quinzaine d'autres, cette copie-là, c'est l'album de Lily Jacob. Elle l'a possédé pendant 4 décennies, presque. Elle l'a modelé, elle a même rajouté 2 photos où on la voit dans le camp de Dora. Elle a enlevé des documents, elle a fait des copies des photos pour remplacer etc., etc. Donc, elle a vraiment modelé cet album qui a pris son nom et c'est totalement logique de l'appeler album de Lily Jacob. Parce que par ailleurs, quand on appelle cet album-là, comme ça a été très largement fait, album d'Auschwitz, ça induirait qu'il n'y en aurait qu'un, ce qui est faux. Il y en a non seulement des centaines qui ont été produits, des centaines différents, mais il y en a au moins une dizaine qui nous sont parvenus, plus des dizaines d'autres qui nous sont connus par des traces archivistiques. Comme on dit, il n'y a pas un album d'Auschwitz, il y en a eu des centaines, voire peut-être plus. Et donc, en revanche, il n'y a eu qu'un album de Lily Jacob, c'est ce document-là que tout un chacun connaît. Et justement, Talman, quand on feuillette cet album de Lily Jacob, si l'agencement finalement donne l'impression, vous me dites très bien dans votre ouvrage, d'une unité, hein, c'est vrai que celui qui n'est pas initié peut avoir l'impression de suivre un seul et même convoi de son arrivée sur la rampe jusqu'à l'assassinat. Vous expliquez extrêmement bien que finalement la réalité est tout autre, d'où ce travail de votre part de reconstruction dans la dernière partie. Est-ce que vous pouvez justement expliquer, je suppose, cet énorme travail qui a dû être le vôtre, hein. Vous donnez des indices dans le livre, je ne vais pas tout dire, mais même sur le travail sur les ombres, etc. C'est un travail extrêmement impressionnant. En fait, c'est même pas une question. Enfin, vous avez dit, quand on n'est pas initié, on ne peut pas voir. Même quand on est initié, on ne voit pas. Et le meilleur exemple, il y en a 2 excellents. D'abord, c'est les historiens de Yad Vashem, puisqu'il y a une publication faite par Yad Vashem en plusieurs langues. Ils ont appelé ça l'histoire d'un transport. On dit l'histoire d'un convoi. 197 photos prises à telle date, le 26 mai 1944. Donc, tout d'un seul tenant. Donc, même en connaissant super bien le sujet,
voyez qu'on est piégé par les photos. Et l'autre excellent exemple, c'est moi-même. Pendant 15 ans, j'ai bossé sur Auschwitz. Pendant 15 ans, j'ai compulsé cet album, voilà, sans jamais me rendre compte qu'on n'avait pas affaire à un ensemble d'un seul tenant. Et à nouveau, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Christoph Kreutzmüller qui m'a dit en fin 2014, il y a un problème avec cet album, il faut qu'on le déconstruise. Donc ça vous montre à quel point, et enfin, c'est pour ça que le terme d'initié est important. Je faisais partie des gens les plus initiés à l'époque sur le sujet. J'avais même commis déjà un bouquin et plusieurs articles scientifiques. Autrement dit, j'aurais dû m'en rendre compte, mais comme les historiens de Yad Vashem ou les historiens du musée d'Auschwitz. En fait, non, pour une raison très simple qui est fondamentale, le rapport à l'image est un immense impensé, pas qu'en histoire, mais particulièrement en histoire. Et vu que c'est un impensé, que l'image c'est facile, alors vu que l'image c'est facile, on ne se pose pas de questions. L'album nous fait croire qu'on a affaire à 197 photos d'un seul tenant, alors c'est la vérité. Mais c'est la vérité qu'on veut, nous, injecter là-dedans, comme pour plein d'autres images. Et le meilleur exemple pour vous, enseignants, c'est il y a quelques années pour un sujet du bac, alors je ne sais plus pour quelle section c'était au bac, mais il y avait une mission Apollo, on avait collé une autre mission, la photo d'une autre mission Apollo dans le sujet, en estimant que c'était la même chose. En gros, c'est comme si vous demandiez à des élèves de commenter la constitution de la 5e en mettant le texte de la 3e en disant constitution égale constitution. Après tout, c'est une constitution. C'est totalement stupide, mais ça vous montre que même quand on fait un sujet du bac, dans des sommités intellectuelles, de toute façon, vous pouvez mettre n'importe quelle photo, ça n'a pas d'importance. Et ça se retrouve évidemment dans tous les usages. Vous allez dans les musées, par exemple, pour sortir du champ pédagogique, les photos ne sont pas sourcées. Les légendes sont totalement incohérentes. Enfin, voilà. La photo ou l'image, d'un point de vue plus général, c'est un truc, c'est facile, on n'a aucun prérequis dans son usage, et on fait exactement le contraire de tout ce qu'on apprend quand il s'agit d'approcher des sources. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant tout à l'heure, en introduction, vous avez utilisé le terme de les photos comme source, sauf qu'en gros, jusqu'à ce qu'on fasse ce bouquin, les photos n'étaient pas considérées comme source, celles-ci ou d'autres. Et c'est vraiment là un vrai problème, c'est qu'on ne pense pas l'image comme étant une source potentielle. Alors que d'autres qui ne sont pas historiens, par exemple, ou pas enseignants, ont été en mesure de le penser bien avant nous, le nous étant une communauté globale. Je prends par exemple Art Spiegelman, quand il fait Maus dans les années 70, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages disponibles sur Auschwitz. Lui, il va aller chercher les dessins faits par des rescapés pour les utiliser comme source d'information, parce que lui sait lire les dessins, il est dessinateur. Donc vous voyez que l'usage d'images comme source, quelque chose qui est connu par ceux qui maîtrisent différents médias, le dessin, la peinture, la sculpture, si vous voulez, la photographie. Ces gens-là peuvent envisager cette dimension. Mais en histoire, je connais quasiment, enfin, je n'ai pas de nom d'historien en tête jusqu'à la fin des années 80 qui a envisagé la photo comme source. Et la première historienne, pour le coup, qui a envisagé ces dimensions, c'est une historienne américaine qui s'appelle Sybil Milton, qui a commencé à ouvrir ce champ. Malheureusement, elle est morte assez rapidement au milieu des années 90. C'est une pionnière, mais ses travaux n'ont pas fait souche. Et du coup, c'est resté de côté. Alors, de temps en temps, il y a eu des travaux qui ont été faits de-ci, de là en France. Par exemple, il y a Sarah Gainsburger qui avait fait un bouquin il y a une dizaine d'années sur le sujet d'une autre façon. Mais on se rend compte aussi que, enfin, nous, on a eu cette idée, et le nous est important parce que c'est vraiment un boulot fait à trois, mais c'est un truc de génération, parce que vous avez, par exemple, en France, Daniel Folliard, qui, dans un autre domaine, a aussi fait un livre sur la question des photographies, cette fois coloniale, en intégrant d'autres dimensions d'analyse que nous, enfin, que lui a choisies, qui ne sont pas celles qu'on a choisies en termes d'objets, de circulation de l'objet, etc., etc. Mais on voit qu'on arrive à des générations de personnes qui s'interrogent sur l'usage pas uniquement de la photo, mais de l'image en histoire d'une façon beaucoup plus générale et qui essaie d'introduire de la nouveauté dans l'utilisation de ce qui est en fait des documents et qui n'ont jamais été imaginés comme étant des documents. Justement, ça me fait penser à ces photographies à un moment, voire plusieurs moments donnés, ont servi véritablement de documents, voire de preuves. Hein, vous expliquez ça aussi très bien dans votre ouvrage. Elles ont servi notamment lors de procès, hein, Tal Brutman, donc ce qui peut-être apporte encore plus de valeur à ces photographies contenues dans cet album. Alors, la question des preuves, elle est
hyper importante. Déjà parce qu'un des biais sur l'image, enfin sur la photo ce coup-ci, c'est que la photo serait une preuve, qui est une idée profondément ancrée et tout aussi profondément stupide. C'est d'une rare stupidité. Aucun d'entre vous ne sera en mesure de me dire qu'on peut prouver l'existence de Jules César grâce à une photographie. La photographie, n'est pas une preuve en histoire. Et pour le 11 septembre, on a assez d'images du 11 septembre, ça n'empêche pas que, voilà. Donc ça vous montre à quel point c'est stupide. Une photo, c'est une image, comme un dessin, comme une peinture, j'insiste là-dessus parce que il n'y a aucune différence. Ça doit être interrogé de la même manière, questionné et même mis en question, c'est-à-dire essayer de s'interroger sur ce que ça dit ou ça ne dit pas, si c'est manipulé ou si c'est pas manipulé. Quand je parle de manipulation, je ne parle pas du tout de fake news ou de faux, je parle de mise en scène. En soi, ce n'est pas une preuve, à ceci près qu'en justice et plus en histoire, c'est une preuve. Et justement, là, on a quelque chose de très important, parce qu'au procès Eichmann en 61, il y a une femme qui figure dans les photos, qui témoigne au procès Eichmann. Elle se montre sur la photo, et on peut d'ailleurs, on la cite dans le livre, et vous pouvez retrouver sa vidéo en ligne sur YouTube, s'appelle Esther Goldstein. On la reconnaît, on a 15 ans d'écart, on la reconnaît sur la photo, elle raconte son histoire, elle identifie des gens, et on a retrouvé les photos de ces gens qui confirment ces identifications. Tout ça pour dire qu'en 61, cette femme au procès Eichmann, elle est interrogée sur la base de ces photos qui, là, deviennent des preuves en justice. Et avec une information très importante et très intéressante, elle dit d'où elle a été déportée. C'est une ville qui s'appelle à l'époque Techo en Hongrie, aujourd'hui c'est Tchatchiv en Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 ans plus tard, Lily Jacob à Francfort, elle explique qu'elle vient du village de Bilki, qui à l'époque est en Slovaquie, qui aujourd'hui est aussi en Ukraine. Bref, on a depuis 1963 l'info qu'il y a au moins 2 points de déportation qu'on retrouve dans l'album, Bilki et Tchatchiv. Or, Yad Vashem et tous ceux qui ont travaillé avant nous ont tous repris le narratif mis en place par Lily Jacob, et c'est normal, elle n'est pas historienne. Elle n'a pas fait de recherche, elle a reconnu des gens, elle s'en tient à ce qu'elle a reconnu. Par contre, personne ne s'est rendu compte que 2 ans avant qu'elle ne dépose à Francfort, quelqu'un d'autre avait apporté d'autres identifications, et que donc, comme n'importe quel album, on a fait un album qui est composite. Et là aussi, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes. Tout un chacun sait que quand il a à faire un album, c'est des photos qui ont été mélangées, triées, sélectionnées, et que c'est pas parce que tout est mis dans un album que c'est la même séquence, le même moment, ça peut ou ça peut ne pas. Mais par-dessus, cet album, les photos qui en proviennent vont être utilisées comme preuve dans les années 2000 et 2010 sur les derniers procès qui ont eu lieu en Allemagne, puisqu'il y a une grande vague de procès contre une vingtaine d'anciens serviteurs dans les camps. Le terme de serviteur étant une ombrelle très générique où vous avez à la fois des anciens membres de la SS, mais aussi des secrétaires, des femmes, etc., etc. Il y a une vingtaine de procès. Et les photos de l'album ont été utilisées comme preuve, au sens matériel du terme, à ce moment-là. Donc régulièrement, la justice recourt à l'utilisation de ces photographies comme preuve. Et moi, j'insiste sur une chose en tant qu'historien, une photo n'est pas une preuve. Une photo, c'est un document qu'on doit interroger, qui peut apporter énormément d'informations ou pas. Il peut être toute photo est mise en scène, mais elle peut être mise en scène à outrance, c'est-à-dire maquiller la réalité. C'est très largement le cas des photos d'Auschwitz. Ça maquille une grande partie de la réalité au service du rapport que Heuss veut montrer à Berlin. Donc voilà, ça ouvre tout un ensemble de questionnements qui ne sont pas envisagés quand on a affaire à des photographies. Et pour vous donner un exemple, puisqu'on l'a abordé à plusieurs reprises dans l'échange, si vous prenez les manuels, et j'en ai un en tête parce qu'on m'a demandé justement de regarder les usages des photos dans les manuels par rapport à la Shoah, il y en a un dont je tairai le nom, où il y a une des photos de l'album qui est utilisée, qui n'est pas celle qu'on va commenter tout à l'heure, mais qui est une photo prise du haut d'un convoi, qui est ultra mise en scène. C'est sans doute la photo de l'album la plus mise en scène. Enfin, tous les fils de juifs sont tirés au cordeau. Enfin, c'est vraiment, tout est mis en scène pour montrer à quel point nous, on travaille bien, les SS. C'est vraiment la photo qui est là pour montrer tout le talent organisationnel qui est faux.
mais là, on a la mise en scène. C'est utilisé dans un manuel à l'heure actuelle, mais vous le retrouvez un peu partout, pour dire ça se passe comme ça. Et alors que ça ne se passe absolument pas comme ça, et la photo que vous allez montrer tout à l'heure vous montre à quel point ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a cette idée qui est profondément ancrée, mais qui parfois, dans certains cas, montre aussi toute l'ampleur de l'impensé, que vu que c'est sur la photo, alors ça se passe comme ça. Mais en fait, pas du tout. Vous pouvez faire une photo de votre salle de classe avec les élèves super calmes alors que vous êtes incapable de tenir votre classe. Mais vous allez montrer la photo en disant, regardez à quel point je sais tenir ma classe, etc., etc. Donc, rien que cette idée qui est centrale, qui est d'exhiber une photo comme moyen de montrer comment les choses se passent, ça vous montre à quel point on prend tout à l'envers. On ne les pense pas comme documents, donc on ne les source pas, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de… etc. Et ça, vous pouvez regarder dans les manuels, toute période confondue, tout sujet confondu, c'est rarement daté, c'est rarement sourcé, et quant aux légendes, elles sont souvent à mourir de rire. Mais en plus, non seulement il n'y a pas ça, mais en plus, il y a l'idée que ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on voit. Je sais que ça peut sonner bizarre, mais on vous dit que ça se passe comme ça à Auschwitz. Alors que non, ça ne se passe pas comme ça. Et en plus, vous avez les éléments dans la photo qui vous permettent de montrer à quel point ça ne se passe pas comme ça. Mais vu qu'on n'a jamais envisagé les photographies, ou très marginalement, comme étant des sources, on ne s'interroge pas sur ce qu'on donne à voir et on reste engoncé dans cette idée totalement préconçue et archi-fausse. Mais pour vous montrer à quel point c'est non seulement stupide, mais ça peut être dangereux, pendant une quarantaine d'années a prévalu l'idée que les Juifs s'étaient laissés mener comme des moutons à l'abattoir. C'est le discours majoritaire, admis, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais si vous regardez les photos de l'album, ça sert ce discours. Oui, les Juifs se sont laissés mener comme des moutons à l'abattoir. Regardez, ils arrivent, ils descendent du train, ils vont jusqu'à la chambre à gaz et il n'y a aucun problème. Alors que c'est le discours voulu par eux pour se faire mousser auprès de ses supérieurs à Berlin. Autrement dit, ces photos qui ont abondamment circulé sont venues étayer cette idée-là pendant très longtemps, sans même qu'on se rende compte que ces photos disaient ça pour servir un fonctionnaire qui s'adressait à ses patrons et que ça n'avait qu'un rapport très éloigné avec les réalités. Voilà, et on pourrait continuer comme ça pendant des heures pour montrer à quel point l'usage des photos est très, très problématique d'une manière générale, pas que d'un point de vue pédagogique. Et justement, donc vous avez insisté sur le fait que ces photos étaient finalement maquillées. Hein. Les SS ont voulu montrer une certaine image, une certaine idée de ce qu'ils étaient en train d'accomplir. Justement, ces photographies peuvent donner l'impression de ne rien montrer de la violence qui existait à Auschwitz-Birkenau et du crime en lui-même, finalement. En réalité, vous le montrez très bien dans l'ouvrage, Tal Brotman, ces photos nous en révèlent quand même beaucoup plus si on observe dans le détail ces différentes photographies. Il y a quand même une violence qui peut ressortir de ces photos qui peuvent paraître au premier abord, je dis bien au premier abord, assez, je mets des guillemets, assez neutre, si vous voulez. Alors, ouais, et là, à nouveau, c'est un point super important, mais là, tout un chacun peut aller vérifier. Vous avez par exemple un site qui est labellisé Éducation nationale, qui est souvent une garantie de mauvaise qualité, qui est canopé sur l'album d'Auschwitz, justement, où on vous explique la première photo, il n'y a aucune violence et les SS ne sont pas armés. Si vous regardez la photo, vous verrez que les SS sont armés. Donc déjà, on vous dit le contraire de ce qu'il y a sur la photo. Mais surtout, il y a cette idée qui est sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas de violence dans les photos de l'album, qui est totalement faux. Il n'y a pas de violence exercée par les SS visible. Ça, c'est la réalité. En revanche, dans toutes les photos, vous avez de la violence et il suffit de les regarder en réfléchissant, c'est-à-dire en connectant des choses. C'est pas facile quand on a affaire à de l'image, parce que justement, on ne voit pas ce qu'on cherche. Nous, on sait, entre guillemets, ce qu'il se passe. On sait que les gens sont cognés, se font gueuler dessus. On a notre imaginaire. Donc, quand on regarde la photo, on recherche ce que notre imaginaire nous dit. Et l'imaginaire n'est pas péjoratif. Alors que les photos, elles regorgent d'informations, mais il faut reconnecter les points. Je vous donne juste un exemple. Quand vous pensez, évoquez éventuellement en cours la manière dont la déportation se passe, où on entasse 80 ou 100 personnes dans un wagon qui est du coup ultra bondé, sans eau, sans sanitaire, dans une chaleur étouffante,
etc., etc., vous savez que c'est l'horreur absolue. Et quand vous regardez les photos de l'album, vous avez les personnes qui sont au pied des wagons, c'est-à-dire que vous n'avez pas une photo à l'intérieur du wagon, et les wagons derrière. Et vous dites, il n'y a pas de violence dans cette photo. Alors vous avez les deux éléments qui, s'ils étaient photographiés ensemble, les personnes dans les wagons, vous diriez c'est ultra violent. Étant donné que les deux éléments sont déconnectés, les gens viennent de sortir des wagons, vous ne voyez pas la violence, alors que la violence, vous l'avez sous les yeux. Mais il faut faire un exercice, entre guillemets, intellectuel pour reconnecter les éléments. Et c'est là où on voit tout le problème qu'il y a à comprendre ce qu'on voit. Parce que la manière dont on aborde les images est le contraire de ce qu'on apprend en analyse de documents. Pour analyser un document qui est écrit, ce que vous avez appris, ce que vous apprenez à vos élèves, la première chose, déjà, c'est critique externe. Chose qu'on ne fait pas avec les images. Critique externe, date, etc., on en a déjà parlé. Et ensuite, critique interne. Mais la critique interne induit que vous lisez le document avant de l'analyser et de le critiquer. Quand on regarde une image, on fait exactement le contraire. On ne la regarde pas, on ne la lit pas, on injecte le savoir qu'on pense posséder dans l'image. Autrement dit, on voit l'image, mais on sait ce qu'on voit, et donc on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on voit. Et il y a un truc très simple, si vous regardez les photos de l'album d'Auschwitz, il y en a un certain nombre où vous avez le mirador central qui surplombe la rampe, c'est-à-dire la gare. Si vous regardez cette photo en vous départissant de toutes vos pseudo-connaissances, la photo vous dit, c'est la photo d'une gare. Vous voyez des rails, vous voyez un train, vous voyez des gens. Vous dites, la photo, elle vous dit ça. C'est la photo d'une gare et à l'arrière-plan, vous avez le mirador central. Autrement dit, la photo vous dit, c'est l'entrée d'une gare. Or, pour l'immense majorité des gens, ce mirador central, c'est l'entrée du camp de Birkenau, ce qui n'a jamais été. L'entrée du camp de Birkenau, même ceux qui l'ont visité ne l'ont sans doute jamais vue, elle se trouve à 1 kilomètre du mirador central. Mais parce qu'on pense savoir, quand on a été le visiter ou parce que quand on voit un reportage, un documentaire, la caméra ou le visiteur passe sous le mirador central aujourd'hui, on se dit c'est l'entrée du camp. Sauf que les prisonniers, quand ils rentraient dans le camp, ils ne rentraient pas par là. Les seules choses qui rentrent par là, ce sont les trains. Et c'est là où vous pouvez voir à quel point, si on regardait correctement les photos, on comprendrait que ce n'est pas l'entrée du camp, puisque la photo nous dit, au sens premier du terme, c'est l'entrée d'une gare. Mais en plus, ça permettrait de contredire nos représentations qui consistent à dire c'est l'entrée du camp. Et vous pouvez vous amuser à aller voir à quel point c'est répandu. L'USHMM à Washington, où il y a de Vashem, quand vous avez la photo du mirador central, disent main entrance, principale entrée au camp de Birkenau. Donc c'est vraiment le truc hyper répandu. Mais quand vous connaissez l'histoire du site, vous savez que ça ne peut pas l'être. Et quand vous le visitez, si vous prêtez attention, vous voyez qu'il n'y a aucun portail d'accès quand vous êtes sur la rampe vers l'un des camps qui se trouvent autour de la rampe. Les points d'accès sont à l'opposé ou à l'extérieur. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si on regarde une photo en se départissant de ce qu'on pense en savoir, on peut en apprendre énormément de choses. Le problème, c'est que pour regarder une photographie, pour la lire, il faut énormément de temps. Parce que dans une photo, vous avez des milliers, enfin pas pour toutes évidemment, mais pour des photos que vous avez l'habitude de croiser en enseignement, par exemple, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers d'informations. Comme on dit, il n'y a aucun cerveau humain, aucun œil, aussi bien exercé soit-il, qui est en mesure de voir toutes ces informations. Chacun va voir la photo différemment en plus, selon ce qui l'intéresse, selon ses centres d'intérêt, selon ce qui peut le choquer ou ne pas le choquer, etc., etc. C'est un objet extrêmement difficile à appréhender, en fait, l'image. Et en fait, à nouveau, si on rapproche ça d'autres choses qu'on connaît plus facilement, vous savez que chaque personne va voir différemment un tableau. Vous regardez un tableau de Bosch, par exemple, qui fourmille de détails, ou de Bruegel, chacun va voir des éléments que les autres ne vont pas voir. Pourquoi? Parce que notre œil ne fonctionne pas de la même manière d'une personne à une autre. C'est la même chose sur les photos. Et donc, cette idée que quand vous donnez un texte où il y a 30 lignes, tout le monde va lire les 30 lignes. Quand vous montrez une photo où il y a des dizaines de milliers d'informations, tout le monde ne va pas voir personne ne va voir les dizaines de milliers d'infos. Et en gros, personne ne va voir exactement les mêmes informations, ce qui montre la complexité de l'appréhension de l'objet qui est l'image. Alors justement, Talbotman, on va justement peut-être prendre un petit peu de temps, une vingtaine de minutes, ce qui nous laissera 20 minutes pour les questions, afin de, comme vous le disiez, d'écrire et de lire ces photographies avec le temps
qui nous restent. Alors, on avait sélectionné quelques-unes de ces 197 clichés. On ne traitera peut-être pas l'ensemble des 5 photographies, hein, à vous de voir le temps nécessaire afin de nous décrire et de nous permettre de mieux lire ces photographies. Et je pense que ça peut être très riche pour les collègues justement qui suivent cette conférence, parce que comme on l'a dit à plusieurs reprises, elles sont dans le manuel scolaire, nous les projetons à nos élèves, et l'avantage du livre que vous avez écrit, comme des précédents, c'est qu'on se rend compte à des moments que nous, enseignants, parce que nous avons des a priori, parce que nous avons des connaissances parfois approximatives, nous enseignons assez mal les choses, et c'est justement toute la richesse de votre ouvrage. Alors, on peut peut-être passer à la première photographie, si elle peut être projetée. Justement, nous sommes sur la rampe, un lieu dont nous avons beaucoup parlé ce soir. La photographie va bientôt s'afficher, une photographie justement qu'on le retrouve dans de nombreux manuels scolaires. Voilà. Ça prend peut-être un petit peu de temps. Celle-là non plus. Non. Alors, c'est pas celle-là, la non, première. on peut la faire. Voilà, ouais. Celle-là, hein, c'est une des photographies qu'on on peut retrouve prendre celle-là, oui. dans beaucoup de manuels. Oui. Alors, c'est une photo qui montre la sélection au centre de la rampe et vous pouvez voir en fait, je pense que chacun ici ce soir connaît le processus de la sélection. Mais ce qui est très intéressant sur cette photo, il y a énormément de choses intéressantes et je vais vous passer l'ensemble des choses intéressantes. Mais déjà, ce que je vous disais précédemment à propos de la question de c'est une gare, et si vous regardez la photo en vous départissant de votre savoir, ça, c'est une des photos qui vous montre à quel point ce n'est qu'une gare. Comment dit, les gens qui sont là, ces gens-là ne sont pas censés rester là. Et si vous faites attention à l'arrière-plan, vous pouvez deviner un mirador, enfin voir même, pas deviner, un mirador qui se trouve à droite de la rampe. Ce mirador est tourné en fait vers l'extérieur. Et la réalité, c'est pas qu'il est tourné vers l'extérieur, c'est qu'il est tourné vers l'intérieur du camp. Ça vous montre à quel point, quand on est sur cette rampe, on n'est pas à l'intérieur du camp de concentration. Et ça, c'est une dimension qui est très difficilement intelligible. Quand vous êtes sur la rampe, quand vous visitez le site aujourd'hui en passant par cet endroit-là, c'est le point d'entrée pour les visiteurs, vous n'êtes pas à l'intérieur du camp. Et c'est ce qui est sans doute le plus difficile à comprendre, mais qui vous montre la double dimension de ce qui est à Auschwitz. Quand les Juifs débarquent ici, ils ne sont jamais rentrés dans le camp d'Auschwitz ou dans le camp de Birkenau. Ils sont arrivés sur un site qui s'appelle Birkenau, mais ils ne sont pas ni physiquement ni administrativement rentrés dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Cette dimension est très difficilement compréhensible, sauf si à nouveau on réussit à décrypter l'arrière-plan. Ici, concrètement, c'est le Mirador qui est tourné de l'autre côté. Si le point était surveillé par les SS, le Mirador serait tourné vers l'intérieur. Or, il ne l'est pas. Attendez, je vais mettre le pointeur, ça sera plus facile. Ah non, je ne peux pas mettre le pointeur puisque je n'ai pas la main là-dessus. Bon, en gros, vous voyez le SS à droite de la photo. Si vous tracez une ligne droite, vous voyez que juste vous avez le Mirador, un des Miradors en bois qui surplombe le B1A, qui est le camp des femmes de Birkenau. Mais il y a un autre élément qui est encore plus important et qui est à l'arrière-plan. C'est souvent à l'arrière-plan que se trouvent les informations les plus importantes. Vous pouvez voir de la fumée. Et cette fumée, elle vient de l'extérieur. Elle ne vient pas de n'importe quel extérieur. Elle vient de la voie ferrée qui se trouve à environ 600 ou 700 mètres de Birkenau. Et là, ce qui est important, on a 2 photos dans l'album qui sont prises dans cette séquence. Donc, on peut voir que la fumée avance vers la droite. Donc, c'est un train qui va de gauche à droite, si vous regardez la photo. En fait, il vient de partir ou il vient de passer par la gare de la ville d'Auschwitz. Parce que Auschwitz est avant tout une ville. Or, ça veut dire une chose. Quotidiennement, parce que c'est un nœud ferroviaire relativement important, quotidiennement, vous avez non seulement des dizaines de trains de marchandises, mais aussi des dizaines de trains de voyageurs avec des milliers de personnes qui passent en étant assis à 2 mètres de haut, puisque c'est la hauteur des trains à l'époque, en gros, qui ont une vue totalement dégagée sur le camp de Birkenau. Donc l'idée relativement simple qui est de montrer, et souvent,
quand on monte ces photos, on imagine, enfin, ou quand on parle d'Auschwitz, on imagine qu'on est dans un univers clos avec un face-à-face entre les victimes et leurs bourreaux, au milieu de nulle part, déconnecté du monde. En fait, c'est totalement faux. À 600 mètres, tous les jours, vous avez des gens qui ont une vue dégagée sur le site de Birkenau, qui voient le site. Je ne dis pas qu'ils voient ce qu'il se passe à l'intérieur, mais ils voient cet immense camp de concentration, ils voient de très grandes cheminées, et en plus, entre guillemets, cerise sur le gâteau, ils sentent la puanteur qui se dégage du site, particulièrement en cette période, avec la crémation des corps. Autrement dit, ça vous montre à quel point cette simple trace de fumée vous montre à quel point Auschwitz n'est pas isolé, ce n'est pas caché aux yeux du monde, c'est dans une ville allemande, on est en Allemagne, et ce qui se passe là est vu par des milliers de voyageurs quotidiennement. Voilà. Et après, on pourrait rentrer dans l'analyse très précise de ce qui est donné à voir en ce qui concerne la sélection, l'organisation de l'arrivée des convois. Vous pouvez voir les prisonniers avec les pyjamas, les tenues rayées, notamment un groupe qui est à gauche de la photo, mais il y en a plein qui sont répartis ailleurs. Vous voyez la répartition femmes et enfants d'un côté, hommes de l'autre, et puis des scènes qui sont propres à cette photo avec un type qui a plus, il manque son pantalon et ses chaussures, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a pu être cogné par d'autres personnes dans le wagon, c'est peut-être un fou. Donc ça vous montre aussi à quel point il est difficile de comprendre certaines choses qu'on voit. Voilà très rapidement ce qu'on peut dire de cette photo. Et bien sûr, comme vous venez de le dire, hein, pour les collègues qui voudront en savoir plus, hein, dans votre ouvrage, bien sûr, tous les détails y sont. Hein, vous parlez de ce personnage seul, sans sa chaussette, sans sa chaussure. Il y a aussi, je pense, à l'officier allemand portant sa mallette sur la droite. Hein, donc, votre analyse très fine, en effet, se trouve dans l'ouvrage, bien sûr. Alors, il y avait une autre photo, justement, sur laquelle on pourrait passer, qui est toujours sur cette rampe. C'était la photo, je crois, que Jean-Michel avait mis précédemment. Oui, on peut. Alors, peut-être pas celle-là tout de suite, mais celle-là non plus. Peut-être qu'on pourrait finir par celle-là. Voilà, c'était celle-là aussi qui pouvait être intéressante. Allez, sur celle-là, il y a énormément de choses, et là, très rapidement, déjà, première chose qui vous montre à quel point, tant qu'on n'a pas compris, on ne comprend pas ce qu'on voit. Au premier plan, mais même au deuxième plan et au troisième plan, vous pouvez voir que tous les SS, en gros, ont des cannes. Ce qui est totalement anormal. Un SS n'est pas un handicapé. Et on n'en voit pas les SS qui auraient été blessés au front en repos à Auschwitz. Ils ont tous des cannes pour une raison très simple, c'est leur instrument de travail pendant la sélection. Ça permet d'attendre parce que la sélection, c'est long et c'est chiant. Il faut attendre 2 ou 3 heures que les Juifs passent devant vous. Et c'est hyper pratique. Donc, c'est pratique pour s'appuyer et c'est beaucoup plus pratique encore pour mettre des coups. Donc, déjà, ça renvoie à cet imaginaire où on aurait des photos où il n'y aurait aucune violence. Des traces de violence, vous en avez partout, ne serait-ce qu'avec ces cannes. Sauf que quand on voit des cannes, on n'imagine pas immédiatement, de prime abord, qu'on a là l'instrument qu'ils utilisent contre les gens qui débarquent du train. Il y a une deuxième dimension avec ces cannes, c'est que un SS, quand il rentre dans la SS, il n'a pas une canne en dotation. On ne lui dit pas, tiens, tu prends ton uniforme, tu prends tes chaussures, tes chaussettes, ton pistolet et ta canne. La canne, elle provient des entrepôts du Canada. Et à chaque fois que vous voyez une canne, vous voyez un assassinat. Parce que chacune de ces cannes appartenait à une juive ou à un juif âgé ou qui était handicapé, qui a été assassiné. Tout ce qui reste, c'est les objets entreposés au Canada, dont les cannes. Donc, vous avez à la fois l'objet de violence utilisé comme instrument de travail sur la rampe, mais en même temps, la trace d'un assassinat. Puis après, on peut continuer l'analyse. Vous pouvez voir à l'arrière-plan la longue colonne de femmes et d'enfants, puisqu'à ce moment-là, sur cette sélection-là, et c'est très important, ce sont d'abord les femmes et les enfants qui ont été sélectionnés, pas encore les hommes. Et vous pouvez voir les femmes et les enfants qui sont en train de s'éloigner. Et même chose, si vous lisez la photo pour ce qu'elle vous dit, vous pouvez voir que ces femmes et ces enfants ne rentrent pas dans le camp, au contraire, elles longent le camp des femmes. Et ça vous permet à nouveau de comprendre cette dimension très particulière d'Auschwitz-Birkenau, où les Juifs ne rentrent pas dans le camp. Contrairement aux prisonniers qui sont déportés là-bas, qui rentrent dans le camp, l'immense majorité des Juifs n'y rentrent jamais. Et là, il suffit de regarder la photo pour comprendre pourquoi on dit qu'ils ne rentrent pas dans le camp.
Et ensuite, deuxième élément, c'est que vous avez souvent entendu évoquer la sélection en disant d'abord les femmes et les enfants, ensuite les hommes. Sur cette sélection, ça marche. Sur d'autres sélections qui sont dans l'album, on se rend compte que les hommes sont sélectionnés avant ou que les hommes sont sélectionnés en même temps. Il n'y a pas de règle. Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez regarder ces photos comme elles sont légendées dans des musées ou dans des bouquins, parfois même dans des manuels. On vous dit d'abord les femmes et les enfants et ensuite les hommes, et la photo dit exactement le contraire. Puisqu'on a des photos où on voit des hommes qui sont sélectionnés en même temps que les femmes et les enfants, notamment une très connue parce qu'il y a une femme qui passe devant l'objectif du photographe, elle se retourne pour le regarder, donc ça fait partie des photos iconiques. Et ben sur cette sélection-là, si vous faites attention, les hommes sont sélectionnés en même temps que les femmes. L'image nous dit une chose, mais le discours qui est appliqué à l'image nous dit, enfin, est le contraire de ce que dit l'image. Et même chose, puisque là, vous l'avez concrètement sous les yeux, vous voyez que les fils sont organisés des deux côtés de la rampe, mais vous connaissez la sélection de la manière suivante. La vie, c'est à droite, la mort, c'est à gauche. OK? Mais sachant que les gens viennent de deux points de la rampe, ils peuvent, la gauche, elle est où? Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. De toute façon, il y a des chambres à gaz des deux côtés. Autrement dit, le récit qui a été mis en place, notamment raconté par les survivants, mais pour des raisons simplificatrices, quand vous témoignez, vous simplifiez les choses. Et en plus, culturellement, la gauche, on va dire dans l'Europe d'héritage romain, c'est sinistre, hein. Comme on dit, c'est le malheur. Donc, quand vous simplifiez votre récit, vous dites la gauche, c'est la mort. Et pareil, vous allez trouver énormément de ces photos légendées. Vers la gauche, c'est les chambres à gaz. Vers la droite, c'est la sélection et l'entrée au camp. Mais là, cette femme et l'enfant qu'elle, c'est sans doute sa grand-mère et l'enfant qu'elle tient, qui est au deuxième plan derrière le SS, elle est dirigée vers la gauche. Mais dans la colonne d'en face, elle aurait été dirigée vers la droite. Puisque en face, les gens sont envoyés du même côté, mais pour eux, c'est la droite. Et là, en plus, ils sont envoyés vers les crématoires 2 et 3, mais il y a d'autres convois qui sont envoyés vers les crématoires 4 et 5 qui se trouvent de l'autre côté. Donc, ça vous montre à quel point c'est absurde de vouloir appliquer ce qui a été dit par les témoins quand ils simplifient leur récit pour des raisons hautement compréhensibles à une image qui vous dit exactement le contraire. Mais on ne se rend même pas compte qu'elle dit le contraire. Et enfin, dernier point sur cette photo, parmi d'autres, vous pouvez voir un camion qui sort du champ. Sauf qu'à nouveau, et ça c'est quelque chose qui apparaît beaucoup plus facilement une fois que les séries sont reconstruites, quand on voit une photo, c'est un instant figé. Et là, je suis en train de... Enfin, depuis tout à l'heure, j'énonce des évidences, mais elles ne sont jamais envisagées. En anglais, c'est beaucoup plus facile. Une photo, ça s'appelle still, c'est-à-dire quelque chose de figé. Mais quand vous regardez les photos des sélections, la précédente en est une illustration, ici un peu moins, mais on ne fait pas attention, vous avez un camion qui passe. Autrement dit, il y a un mouvement permanent autour de la sélection. Alors qu'en général, quand on montre la photo de la sélection, vous avez l'impression que tout est arrêté pour que la sélection se produise. Mais ce n'est absolument pas le cas. Le camion que vous voyez passer, vous pouvez voir qu'il est chargé d'objets qui sont les objets, une très petite partie des objets qui ont été laissés sur la rampe. Et vous avez un balai permanent de camions, mais aussi de voitures, de vélos, de motos, parce que les SS se déplacent, parce qu'on va transporter des objets qui ont été laissés sur la rampe pour laisser la place au prochain convoi qui va arriver, etc., etc. La sélection est un immense chaos. Et c'est pour ça que vous citez le cas de cette photo tirée au cordeau qui est montrée dans énormément de manuels. C'est totalement absurde. Ça ne correspond pas à la réalité. Là, vous pouvez avoir un entreaperçu de la réalité du chaos qui est entre cette photo et la précédente. La sélection sur la précédente, on pouvait voir que les fils n'étaient pas tirés au cordeau, les colonnes d'hommes d'un côté et de femmes et d'enfants de l'autre. Là, vous pouvez voir, voilà, merci Jean-Michel. Vous pouvez voir ici à quel point c'est le bordel. Si vous regardez à l'arrière-plan, vous pouvez voir à gauche des femmes qui ont le dos tourné au photographe ou même des hommes derrière, mais ça veut dire qu'il n'y a rien d'organisé. Vous avez la colonne qui passe devant le type qui sélectionne, elle va s'organiser au fur et à mesure. Rien à voir avec les trucs tirés au cordeau. Ils sont dans l'album pour une raison très simple. On veut faire croire à Berlin que tout est tiré au cordeau. Et là, vous avez ce chaos-là. Ailleurs, vous avez les camions et les voitures, ou même parfois on voit des vélos qui circulent. Autrement dit, la sélection est un immense moment de chaos où pendant 2 ou 3 heures, les SS vont décider de la vie et de la mort de plusieurs milliers de personnes. En même temps, les prisonniers qu'on peut voir sur cette photo, Jean-Michel, si tu peux retourner sur la suivante, merci. En fait,
En même temps, vous avez des prisonniers qui sont mis au travail et on les voit, enfin, vous les voyez se déplacer le long de la rampe. Il y a par exemple un prisonnier derrière le camion qui est en train de circuler aussi. C'est un va-et-vient qui est constant pendant que la sélection se déroule. Le seul qui est figé, ou les seuls qui sont figés, ce sont les SS qui réalisent la sélection, c'est-à-dire juste le type au centre qui est en train de lever sa canne pour indiquer la sélection. Et l'autre SS qui est derrière lui n'a rien à voir avec la sélection en plus. Ça vous montre à nouveau à quel point c'est difficile de voir, enfin de comprendre ce qu'on voit. Non, le SS qui est à gauche, l'autre gauche, avec la casquette et qui regarde en direction du photographe, c'est un des commandants adjoints d'Auschwitz et il est là pour faire une inspection. Et ça a été l'apport de... Non, l'autre droite, entre les deux, tu as le type qui lève la canne et juste derrière la canne, tu as un SS qui regarde directement le photographe. Et lui, voilà, lui, c'est un des commandants adjoints d'Auschwitz, il est là pour faire une inspection. Et Stefan Ordler, qui est le spécialiste allemand de la SS des camps, lui, est en mesure de comprendre grâce aux uniformes, grâce à tout un ensemble d'informations, qui est qui et qui fait quoi, le qui étant important, mais le quoi aussi. Et ça, ce sont des choses qu'on est incapable de comprendre, y compris moi, quand on n'a pas... Enfin, voilà, moi, je ne vois que des SS, alors que lui est capable d'expliquer le rôle de chacun dans ce processus-là. Et vous pouvez voir qu'il n'y en a qu'un seul qui décide du sort de ces personnes. Les autres autour ne sont que ses adjoints, faits des gardes du corps, qui sont chargés de vérifier qu'il n'y a pas de problème pendant la sélection. Alors, si on veut garder 20 minutes de questions, on va peut-être prendre une dernière photographie. Hein. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, Jean-Michel, ça serait si tu peux les faire défiler, s'il te plaît, que je te dise laquelle. Celle-là non plus, je ne l'ai pas analysée. Voilà, ça pourrait être celle-là. Non, celle que tu avais mis avant. Mais si. Ou je laisse le Broutman choisir, hein, peu importe. Mais, On va prendre celle-là. Ouais. Non, non. Après, les femmes au premier plan. Encore après. Enfin, avant. Ouais, très bien, merci. Bah, celle-là, elle est hyper importante parce que vous pouvez voir à droite, il y a deux femmes qui portent des tissus à leur nez. Et donc là, la question est très simple. Déjà, on est en mai, donc on n'est pas en hiver. A priori, une personne enrhumée en mai, pourquoi pas, mais deux sur la même photo, et on en trouve d'autres sur d'autres photos, c'est que ces personnes, elles ne sont pas enrhumées. C'est juste qu'il y a une puanteur qui est insupportable et ces femmes portent un tissu à leur nez pour justement tenter de se protéger de la puanteur qui règne sur le site. Ce qui montre à quel point on peut, quand on comprend ce qu'on voit, y compris comprendre des dimensions qui ne sont pas intégrées dans la photo, qui sont le bruit qui est généré par le train qui est derrière quand il freine, par exemple, ou les camions qui circulent, ou les pas quand vous avez des milliers de gens qui descendent sur la rampe ou qui marchent sur la rampe, etc., etc. Donc, vous avez le bruit. Tout ce qui est olfactif découle aussi d'un certain nombre d'informations qu'on peut deviner sur les photographies. On pourrait continuer comme ça pendant très longtemps. Si vous faites attention, la deuxième femme, en partant de la droite, elle tient dans ses mains, d'un côté, elle a une tasse, mais de l'autre côté, elle a aussi du pain. Et ce n'est pas la seule. Sur un quart des photos de l'album, on voit des personnes qui tiennent des quignons de pain. Voilà, ça vous montre, c'est des détails que vous n'aviez certainement pas, pour la plupart d'entre vous, perçus, mais qui disent énormément. Et puis si vous regardez, on est en mai, mais ces femmes, comme d'autres hommes ou des enfants, portent plusieurs couches de vêtements. C'est pas qu'il fait froid, c'est juste que quand vous partez de chez vous, quand vous quittez votre chez vous, vous emportez le plus de choses possible et que vous empilez les vêtements, les couches de vêtements sur vous. Donc, ces personnes ont plusieurs couches de vêtements sur elles, pas en raison du froid, mais en raison du fait qu'elles ont tout laissé derrière elles et qu'elles ont embarqué avec elles le maximum de choses dans les bagages, mais aussi sur elles-mêmes. Et puis, il y a d'autres éléments. D'abord, vous pouvez voir le convoi derrière, que la sélection est toujours en cours. Et ces femmes-là, elles, ont été, entre guillemets, sélectionnées. Autrement dit, elles vont devenir prisonnières du site. Mais ce qui est très important, c'est que vous pouvez voir qu'on voit les rails derrière elles. Autrement dit, elles ne sont pas photographiées, elles sont photographiées
en position d'attente après avoir franchi la sélection. Alors que les récits qu'on connaît et les récits qui sont apportés en ce qui concerne Auschwitz, c'est qu'une fois vous passez la sélection, vous êtes enregistré dans le Zentralsauna notamment, le bâtiment d'enregistrement principal. Donc il y a cette idée de mouvement permanent. Alors, vous voyez qu'en fait, non, si vous faites attention à ce que vous voyez, ces femmes ont franchi la sélection, mais elles sont à l'arrêt, on les a stockées au sens du terme dans un coin qui est à l'opposé de l'entrée du camp, parce que pour rentrer dans le camp, il faut prendre la Lagerstrasse, c'est-à-dire la rue qui est derrière le train que vous voyez à l'arrière-plan. Quand on dit elles sont à l'opposé, les SS, ce jour-là, ont décidé de stocker les femmes qui sont sélectionnées de ce côté-là, en attendant que la sélection soit finie. Pour quelle raison? La raison est relativement simple, tout simplement parce que les gens qui ne franchissent pas les sélections, les femmes et les hommes âgés ou les enfants, sont envoyés vers les crématoires 4 et 5, qui eux aussi se trouvent de l'autre côté de la Lagerstrasse. Autrement dit, ceux qui vont vivre et ceux qui vont mourir doivent suivre le même chemin. Or, ce n'est pas possible parce que on passe forcément par le secteur des chambres à gaz pour aller au sauna, au bâtiment d'enregistrement. Or, quand vous tuez des gens, ce secteur est fermé physiquement. Donc, on fait attendre ces femmes en attendant que l'assassinat soit réalisé. Pour les hommes, ça va être la même chose. On les fait attendre. L'assassinat est réalisé, donc il s'écoule au moins 2 heures. Et ensuite, ces femmes et les hommes qui vont suivre, qui vont être enregistrés, vont être envoyés, suivre le même chemin, passer au sein des crématoires et arriver à l'enregistrement. Merci beaucoup, Tal Rothman. Alors, il nous reste un petit temps pour justement les questions des collègues qui ont pu participer à cette conférence. Alors, il y a possibilité de poser des questions dans le fil. Alors, moi, je ne vois rien pour l'instant. J'espère que j'ai bien accès à l'ensemble. Ou éventuellement, je ne sais pas si c'est possible de poser les questions en direct. Et je ne sais pas si Jean-Michel peut débloquer le micro des collègues qui Oui, réagiraient. oui, je vais débloquer. On peut lever la main également. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lever la main et ensuite, on vous donnera la parole, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions à Tal Broutman sur les éléments qui ont pu être soulignés ce soir, déjà très riches, ou sur justement des interrogations de votre part. Alors, je regarde dans le fil. Alors, je pourrais avoir une question. Alors, j'essaye de comprendre la question. Alors, Tal Broutman, on a la question d'un collègue. Alors, attendez, j'ai perdu la question. Il y a une main levée, par contre. Ah, et ben on peut commencer par la main levée, peut-être. Et puis, comme ça, j'ai le temps de bien dire l'ensemble de la question. Alors, normalement, voilà, tout le monde peut parler. Il faut peut-être juste que le collègue débloque son micro. Oui. Vous pouvez débloquer manuellement vos micros. Alors, bon, je vais commencer par la question qui est dans le fil, Tal Broutman. J'espère que je ne vais pas trop la déformer. Donc, quel conseil, Tal Broutman, pourriez-vous nous donner afin d'utiliser les images, alors là, il y a un mot que je ne comprends pas, comme illustration de nos propos. Alors, non pas comme une illustration de nos propos, mais comme compréhension de l'image elle-même, indépendamment de ce que l'on pense savoir. Bah, en fait, il faut que vous acceptiez que vous ne savez rien. Il faut l'accepter. Ça m'a coûté de comprendre que je ne savais rien sur Auschwitz quand je regardais les photos. Parce que j'étais censé être spécialiste d'Auschwitz. Mais il faut accepter le fait qu'on ne connaît pas ce qu'on voit. Et alors, je pourrais vous dire, il y a un excellent bouquin qui vous explique comment procéder, le bouquin qu'on a écrit. Et ensuite, c'est à vous de jouer, quoi. Quand vous avez affaire à une photo, c'est à vous de, si elle n'est pas décryptée, il commence à y en avoir quelques-unes sorties de l'exemple d'Auschwitz, il y en a quelques autres. Vous avez cité notamment Christophe Taricone, avec qui j'ai écrit un bouquin, qui est lui aussi enseignant dans le secondaire. Lui, il a développé pas mal de boulot pédagogique, il fait des conférences là-dessus, où il montre d'autres photos
et comment les utiliser. Donc, on va dire que c'est en train de se développer. Et après, il n'y a pas de recette magique. Et nous, on a dû regarder les photos pendant des heures. Alors, bon, on a bossé sur un ensemble très vaste, très, très compliqué par ailleurs pour plein de raisons. Ça nous a pris énormément de temps, quasiment 5 ans. Mais il faut regarder une photo. Il faut regarder une photo. Il faut partir du point de départ très simple, c'est que vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Si vous n'êtes pas spécialiste de la Wehrmacht ou de la SS et que vous regardez une photo qui vous montre des soldats allemands, déjà, vous ne savez pas ce que vous voyez. Et ça, il faut l'accepter. Alors, évidemment que ce n'est pas vous qui allez comprendre les uniformes, les machins, à moins que vous amusiez à éplucher des dizaines de bouquins. Mais rien que ce constat-là vous permet de comprendre une chose. C'est que vu que vous ne savez pas ce que vous voyez, ça pose énormément de problèmes de comment commenter ce que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, je vous remercie, c'est moi qui ai posé la question. Je voulais savoir du coup quand on est en histoire-géographie, afin de ne pas déformer donc les images, mais justement aussi de pouvoir appuyer nos propos, donnant un petit peu vie à ce qu'on essaye d'expliquer aux élèves, comment on fait en fait pour conjuguer les deux. Parce que passer beaucoup de temps sur une image à la comprendre, ça on peut le faire. Et surtout au niveau méthodologique, c'est extrêmement enrichissant pour les élèves, mais quand on veut juste leur montrer à quoi ressemble un camp de concentration ou à quoi ressemble un SS, comment on fait pour pas déformer en fait? Déjà, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de montrer à quoi ressemble un SS en soi, quoi. Je ne vois pas l'intérêt à proprement parler. Après, montrer à quoi ressemble un camp, vous pouvez montrer des photos du site, mais une photo, ça ne parle pas. Aussi bête que ça soit, ce que je viens de dire, c'est hyper important. Montrer une photo d'Auschwitz, par exemple, c'est un des problèmes fondamentaux. Si vous montrez une photo de Birkenau, vous voyez un immense camp de concentration, tout le monde va vous dire c'est horrible. Si vous montrez une photo d'une des chambres à gaz, c'est ridiculement petit, et en plus, personne ne voit à quoi ça sert a priori. Donc tout le monde est frappé par l'étendue de Birkenau, personne n'est frappé par l'étroitesse des chambres à gaz. Et c'est là où il y a un déséquilibre, c'est qu'à nouveau, l'image fausse la connaissance, ou la représentation fausse la connaissance. Et du coup, c'est à vous de choisir soigneusement une photo qui va pas illustrer, mais qui va appuyer votre propos. Si vous voulez montrer à quoi ressemble un camp de concentration, vous pouvez montrer des photos dans les années 30, sauf que ça ne va pas du tout correspondre aux représentations des gens. Les camps de concentration dans les années 30, c'est des tout petits sites qui souvent ne sont pas ceux que vous allez connaître ensuite, qui ont été placés dans une briqueterie ou dans n'importe quelle usine ou école ou dans des brasseries. Ce sont des lieux où on détient les gens et où on les cogne. Voilà. Autrement dit, vous montrez une photo d'une brasserie, les gens ne peuvent pas comprendre. Après, si vous montrez une photo de n'importe quel camp pendant la Seconde Guerre mondiale, ça correspond aux imaginaires. Mais la question, c'est est-ce que l'imaginaire permet de comprendre l'histoire? Et c'est là où moi, je suis un peu plus sceptique, notamment sur ces sujets-là qui sont extrêmement complexes. Et ils sont en particulier complexes pour une raison très simple. Ils sont mal compris depuis 1945. Il y a énormément d'enjeux mémoriels en termes de compréhension. Et donc, les images ne font qu'accroître les incompréhensions sur ces sites-là. Et en soi, les images sont elles-mêmes piégées, je pense. Alors, je ne vous dis pas de ne pas utiliser les images, je dis juste de réfléchir à la manière d'articuler votre propos ou le cours avec ce qu'on peut voir dans l'image. C'est-à-dire, si vous montrez une photo d'Auschwitz, tiré Birkenau, quelle partie d'Auschwitz ou quelle partie de Birkenau, pour dire quoi, etc., etc. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez montrer, alors vous pouvez exploiter la photo. Si vous voulez montrer la complexité du site, par exemple, qui est Auschwitz-Birkenau, vous pouvez reprendre ce que j'ai dit en expliquant qu'il y a les gens qui longent le camp sans jamais y rentrer. Vous avez là une illustration parfaite de la spécificité d'Auschwitz, où au même endroit, vous avez un centre de mise à mort et un camp de concentration. Voilà. Ou vous pouvez montrer le camp des femmes pour montrer que dans le système concentrationnaire, il y a des endroits où on détient les femmes et pas uniquement les hommes, etc., etc. Mais vraiment, je pense que quand vous choisissez une image, photo, dessin ou autre, il faut que ça soit en articulation avec votre cours, sans vous dire ça va illustrer. Pas tant une illustration qu'une source à proprement parler. Il faut que vous soyez en mesure de vous appuyer sur cette source.
Voilà, à mon avis, c'est la meilleure démarche possible. Après, j'ai vraiment conscience que analyser une image, ça prend énormément de temps. C'est pas en vous mettant devant 2 minutes que vous allez réussir à la comprendre. Vous avez des dizaines de sujets à traiter dans l'année, vous avez plusieurs niveaux, etc., etc. C'est éminemment complexe. Mais au moins, maintenant, vous réalisez à quel point c'est compliqué et je pense que vous allez sans doute les aborder avec plus de soin. Évidemment qu'il ne s'agit pas de vous dire à vous, enseignants, que vous devez analyser les photos comme nous, on l'a fait pendant 5 ans en étant des ultra spécialistes du sujet. C'est plus que vous amener à réfléchir comment est-ce que vous pouvez utiliser des choses que vous avez sous la main d'une façon moins, moins problématique. Déjà, ne serait-ce que d'expliquer que les photos prises par les SS à Auschwitz sont très largement mises en scène, c'est quelque chose qui est fondamental, mais qui n'est jamais dit. Du moment où vous le soulignez, déjà, vous avez dit énormément de choses, par exemple. Il y a un autre collègue qui a levé la main. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci Tal d'avoir replacé donc dans ce livre un album d'Auschwitz, la source au centre en fait de l'interrogation sur la Shoah, parce que on le voit bien, interroger l'album de Lydie Jacob, ça nous permet en fait de réinterroger aussi le processus de l'extermination des Juifs d'Europe, en partant vraiment de la source et pas en partant de ce que l'on croit savoir sur. Et je pense que c'est un des grands, et vous l'avez souligné, un des grands apports de votre ouvrage. Moi, j'avais une remarque et une question. Une remarque, il s'agit pour nous aussi, historiens de la Première Guerre mondiale, de faire ce travail sur les sources, notamment les sources iconographiques et notamment photographiques, qui sont nombreuses déjà, produites entre 1914 et 1918, et dont on sait qu'elles sont si mal utilisées dans les manuels scolaires, si mal utilisées dans les cours, et si mal mis au centre des interrogations qu'on doit légitimement avoir sur l'expérience combattante. Ça, c'était pour la remarque, pour essayer de sortir de l'étude d'Auschwitz, pour élargir sur une autre époque. Et une question, il y a beaucoup de sources justement photographiques de combattants qui dorment dans les familles, qui dorment dans les fonds d'archives départementales ou nationales, je pense à la contemporaine par exemple, qui ne sont pas utilisées encore par les historiens, ni dans les manuels scolaires, qui utilisent toujours les mêmes photographies et souvent très très mal. Est-ce qu'il en va de même pour la Shoah? On parle là de l'album d'Auschwitz, hein, un album d'Auschwitz. Vous avez signalé qu'il y en a plusieurs autres, sans doute. Est-ce qu'ils sont connus? Et est-ce qu'on a le même type de sources officielles, mises en scène pour d'autres camps de concentration qui auraient été publiés, étudiés ou qui dorment encore dans les fonds d'archives? En fait, il y en a énormément. Enfin, il y a des centaines des millions de photos qui ont été prises, des centaines de millions de photos même, et il y en a des millions qui sont conservées. Donc oui, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui sont très largement connus. Ça dépend des pays. Chaque pays connaît certaines photos et pas d'autres. Il y en a qui sont iconiques au niveau international, mais oui, c'est des gisements sans fond. Et de toute façon, c'est même pas la Première Guerre mondiale, ça remonte à la première guerre qui a été archi-photographiée, c'est la guerre de sécession. Et même avant, pendant la guerre de Crimée, il y a des clichés qui ont été pris. Oui, bien sûr. Donc c'est un matériau qui est quasiment jamais intégré dans les analyses. Je connais très très peu d'historiens qui citent des images en tant que source. À une exception près, enfin on va dire une exception et demie, c'est les antiquistes et les médiévistes. Les antiquistes surtout ont l'habitude de se référer à des images notamment numismatique, mais bon, c'est intégré, on va dire, dans le matériau utilisé, pour cause, ils n'ont pas beaucoup de choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, dans une des matières qui constitue l'histoire, c'est pratiqué, ou dans deux matières avec les médiévistes, mais ça ne transite pas dans les autres matières. C'est-à-dire que quand on étudie l'Antiquité, on apprend quand même à réfléchir un peu à ce que nous disent les images à travers les pièces, ou alors les mosaïques, les sculptures, etc. Et ensuite, on perd ça de vue pour passer à toute autre chose. Et là, ça vous montre à quel point il y a des clivages, y compris dans les sciences historiques. Mais c'est un immense champ qui commence tout juste à être envisagé au sens intellectuel du terme. Et du coup, ça soulève énormément de trucs importants pour la suite. Notamment
notamment dans la connaissance que l'on peut avoir de ces passés-là, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Shoah, parce qu'on voit bien que interroger cette source-là de la manière dont vous l'avez fait permet justement de réinterroger en fait notre connaissance de cet événement. Et on le voit pour la Première Guerre mondiale, on commence à le faire avec des albums privés de combattants, à interroger l'économie de la photographie dans les tranchées entre Ah oui, l'arrière non, mais ça et le pose plein de fond. questions. Et je pense qu'en termes d'historiographie, c'est fondamental. Enfin, d'évolution, c'est fondamental. Merci en tout cas. Alors, là, je viens d'ouvrir le chat, j'ai vu plusieurs questions, je vais répondre très vite. Il n'y a pas de quoi. Alors, pour Brigitte, je ne sais pas du tout, donc je ne sais pas ce qu'elle racontait, Lily Jacob, puisque j'y étais pas. Donc, je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire ce qu'elle racontait. Alors, en classe, est-ce pertinent de confronter des photos? Et c'est ultra pertinent, parce qu'une photo en soi, ça ne sert à rien. Nous, on a passé notre temps à recouper les informations. Donc, recouper, c'est la base même du métier d'historien. Enfin, je ne vous apprends rien, mais il faut recouper en confrontant avec d'autres sources. Voilà, donc enfin, ce que vous soulevez est hyper important. Alors, à Pierre Florin, oui, ça a été utilisé dans plusieurs procès, notamment Eichmann et le procès de Francfort et dans d'autres. L'élément déclencheur de ce travail d'enquête, c'est une bière à Boston en 2014. Donc, vous voyez, l'histoire, c'est simple. Valérie Dumont, ouais, bah, il n'y a pas que les éditeurs. Hein. Je pourrais taper sur les éditeurs, j'adore taper sur les manuels parce que c'est souvent problématique et fait souvent, pas toujours, souvent par des gens qui n'y connaissent rien, qui se piquent juste de pondre un chapitre parce que c'est payé et que ça rapporte de l'argent et souvent, et toute période confondue. Mais il n'y a pas que ça. Si vous allez dans les musées ou dans les documentaires, c'est des images de propagande nazie qui sont ultra utilisées sans même être questionnées. Et où on vous dit, en gros, ça se passe comme ça. Après, alors Thibaut Fleury, en fait, les photographes nazis ne les ont pas vus, mais personne ne les a vus jusqu'à ce que nous, on les trouve. Donc, il y a eu encore plus de monde que les photographes nazis à ne pas les avoir vus. Il y a que centaines de millions de personnes qui ne les ont jamais vus, ce qui vous montre en creux à quel point c'est difficile de voir dans une image. Donc, ça pose le fait qu'il y ait ces tirages de langue, c'est passé inaperçu à l'époque, c'est passé inaperçu pendant des décennies, jusqu'au moment où on a mis le doigt au sens propre dessus et maintenant tout le monde les voit. Ça vous montre à quel point on ne voit pas. Quel lien il y a entre notre bouquin et dit Auschwitz Album? C'est le bouquin d'Yad Vashem qui raconte n'importe quoi. Voilà, il n'y a aucun lien, à part qu'on utilise le même matériau pour faire de l'histoire et eux n'ont pas fait d'histoire. Et je crois que je l'ai acheté avec vous, hein. Oui, mais ça devait y être il y a très longtemps. Oui, je crois que c'est en 2014, il me semble. Ouais, ça devait 2013. Même être avant. Ouais, c'est la préhistoire. D'accord. Mais vous pouvez le jeter ou le donner à quelqu'un que vous n'aimez pas. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que mais voilà, moi, en 2013, je pensais que c'était un super bon bouquin. Et quand on a commencé à réfléchir, on s'est rendu compte à quel point il était nul. D'accord. Voilà. Et non, je ne vous rembourserai pas ce que vous avez payé. Non. Pas de souci. Hein. Alors, si on a des questions, je vois que Jean-Michel a levé la main. Oui, Tal, j'aurais aimé te poser une question un petit peu annexe. Tu es au courant, ou tu as peut-être vu le film The Zone of Interest, le film de Jonathan Glazer, qui raconte la vie qui présente en film au Festival de Cannes la vie de Eus et de sa famille. Oui, parce que je trouvais que... Alors moi, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'ai hâte de le voir parce que, en fait, il s'agit si j'ai bien compris, il s'agit de montrer la Shoah sans la montrer vraiment, quoiqu'elle apparaisse régulièrement par le biais de bruits, d'odeurs, etc.
Et donc, je pensais, quand j'ai entendu le commentaire sur ce film, je pensais vraiment à ton travail. Alors après, il faudra voir effectivement si ce film présente un intérêt, hein, dans la longue filmographie des films consacrés à la Shoah. OK, entendu. Bien, Je n'ai je pas pense vu, mais qu'on a... je sais juste que le musée d'Auschwitz a travaillé avec eux, donc ça doit être assez sérieux. Mhm. Voilà. OK, écoute, merci Tal. On a passé un moment tout à fait passionnant. Je suis très content que les collègues aient pu poser des questions et surtout entendre l'importance de l'analyse de l'image. Je crois que votre travail à Christophe et Stéphane est un travail absolument extraordinaire et qui marque d'une pierre blanche le travail rappelle ce qu'est le travail de l'historien, la base du travail. J'espère que les collègues pourront en tirer quelque chose au niveau de leur cours, de ne pas faire de l'illustration, etc. Tu l'as bien expliqué. Ça me paraît vraiment fondamental. Et je te remercie de tout cœur pour avoir accepté notre invitation au nom des clionotes. Merci Merci, à Tal vous. Brutman. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci.